Lorsqu'une personne disparaît, il y a généralement une piste à suivre, un message, un appel, un indice qui mène quelque part. Mais dans le cas de Ryan Zimmerman, il n'y avait rien. La famille ne sait vraiment pas grand-chose, si ce n'est que sa voiture a ensuite été retrouvée dans des circonstances suspectes. Il semble avoir complètement disparu. Et il faudra des années avant que sa famille découvre ce qui lui est arrivé. Bureau du shérif du comté de Mercer. Je promenais simplement mon chien et je suis tombée sur des os qui m'ont semblé humains. Nos détectives ont fait la promesse à la famille que le bureau du shérif du comté de Mercer ferait tout son possible pour obtenir des réponses sur ce qui s'est passé. Nous ne voulions pas clore l'affaire ni la juger trop compliquée, car nous devions des réponses à la famille de Ryan. Vous avez demandé si vous étiez arrêté. Vous serez placé en garde à vue et enregistré là-bas. Non, 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 allongez-vous par terre. La dernière fois que quelqu'un de la famille de Ryan a eu de ces nouvelles, c'était en septembre 2015. C'est presque comme s'il s'était volatilisé dans la nature. En 2015, Ryan Zimmerman, âgé de 21 ans, vit à Columbus, dans l'Ohio, après avoir quitté la maison de ses parents dans le Kentucky quelques mois plus tôt, espérant prendre son envol et tracer sa propre voie. Et au début, personne ne considère vraiment cela comme une affaire de disparition. Ryan est un adulte et il pourrait très bien être parti de son propre chef. Ryan était à un moment de sa vie où il essayait de se découvrir et de comprendre ce qu'il voulait vraiment faire. Sa mère et son frère déclarent qu'un jour, il a simplement quitté la maison. Mais la disparition de Ryan n'est pas une affaire qui fait la une des journaux nationaux. Et le premier véritable signe que quelque chose ne va pas, il arrive discrètement par la poste. Le mois suivant, en octobre, le père de Ryan reçoit un courrier indiquant que la voiture que Ryan conduisait a été retrouvée abandonnée avec les clés à l'intérieur et qu'elle a été emmenée à la fourrière. Le père de Ryan récupère la voiture auprès de la police de Columbus, mais des mois passent sans aucune nouvelle sur la localisation de Ryan. Rien n'indique s'il est parti volontairement ou si un acte criminel est en cause. Quand Ryan a déménagé, il n'a pas dit à sa famille où il allait. Son père a dit qu'il gardait tout de même le contact avec la famille. Et donc, après sa disparition et le fait que la police n'enquête pas vraiment activement, la famille décide de prendre les choses en main pour essayer de trouver ses propres réponses. Mais finalement, cela a aussi été une impasse pour eux. Donc, la famille finit essentiellement par arrêter d'essayer de découvrir où se trouve Ryan, en se disant que peut-être il ne veut tout simplement pas être retrouvé. Quelques mois après la disparition de Ryan, il y a un rebondissement. Mais les enquêteurs ne pourront pas le relier à cette affaire avant encore 4 ans. Le 3 janvier 2016 à 14h43, une habitante du comté de Mercer promenait son chien juste à côté de la route 127 au parc West Bank. Et nous avons reçu un appel. Bureau du shérif du comté de Mercer. Oui, je suis peut-être complètement folle, mais je promenais mon chien et je suis tombée sur des os qui, à mon avis, semblaient humains. 3 mois après que la voiture a été retrouvée abandonnée, une femme promène son chien et tombe sur ce qu'elle pense être des restes humains, à environ 2 heures de Columbus. Et je suis probablement juste paranoïaque. Peut-être que ce ne sont pas des os humains. Où avez-vous trouvé cela, madame? Juste sur Colorado Creek. Je promenais simplement mon chien sur la route 127. D'accord. Je vais sans doute envoyer quelqu'un vérifier sur place. Il faut garder à l'esprit que cette région de l'Ohio est très rurale. Le parc d'État de Grand Lake St. Mary se trouve dans l'ouest de l'Ohio. Il est situé au bord de ce gigantesque lac artificiel. Et c'est différent. C'est différent des autres grandes villes de l'Ohio, c'est calme, c'est isolé. Le taux de criminalité y est nettement inférieur à celui des grandes zones métropolitaines.
Nous avons contacté la docteure Elizabeth Murray. C'est une anthropologue médico-légale. Elle a examiné les os et elle a pu nous confirmer qu'il s'agissait bien de restes squelettiques humains. À ce moment-là, nous avons effectué une fouille de 3 jours sur ce site. Maintenant qu'il est certain qu'il s'agit bien de restes humains, les enquêteurs doivent déterminer comment cette personne est morte. Et peut-être plus important encore, qui est-ce? L'Université du Nord du Texas a pu extraire un profil ADN complet. Nous croyons fermement que ces restes appartenaient à une personne morte de façon violente. Je veux vraiment découvrir qui a fait ça et les tenir responsables. Et enfin, le 1er juin 2020, les enquêteurs ont officiellement identifié les restes comme étant ceux de Ryan Zimmerman. Il a fallu tant d'années pour que ses parents, pour que sa famille soient informés. Il a fallu tout ce temps pour pouvoir l'identifier. Et c'est vraiment là que l'enquête commence. Une fois qu'ils ont identifié Ryan, la police commence alors à examiner toutes les pièces de ce puzzle, les circonstances possibles autour de son homicide et qui pourraient être impliquées. Détective Barker, puis-je vous aider? Je m'appelle Warren Zimmerman et un détective est venu me voir ce matin et m'a annoncé une triste nouvelle concernant mon fils. Je suis désolée d'apprendre cela, monsieur. Savez-vous quand cela a eu lieu? Nous avons reçu un appel le 3 janvier 2016. D'accord, une femme marchait dans la zone juste au sud de la ville de Salina, qui est le chef-lieu du comté de Mercer. Est-ce que c'est loin de Columbus ou... Il faut environ 2 heures, à peu près 2 heures. Parce qu'aux dernières nouvelles, il vivait dans un des appartements à Columbus. Alors, nous avons mené des recherches pendant plusieurs jours dans la région. C'est une sorte de voie navigable. C'est là où il a été retrouvé. Il ne semble pas qu'il ait été enterré là ou quoi que ce soit. On dirait plutôt qu'il a été déposé là. Après une fouille approfondie de la zone, il a été déterminé qu'il manquait plusieurs parties du corps, comme la tête, les bras en dessous des coudes et les jambes en dessous des genoux. Il était évident qu'il s'agissait d'un acte criminel. D'accord. On a également découvert qu'il avait été démembré. Mon Dieu, il a disparu en septembre. Ouais, et je ne l'ai su qu'en octobre 2015 quand j'ai reçu une lettre recommandée par la poste disant que ma voiture avait été mise en fourrière par le service de police de Columbus. Eh bien, je suis allé là-bas et j'ai récupéré la voiture à la fourrière. La seule chose qui manquait, c'était la plaque d'immatriculation. L'endroit était juste à l'intersection, à environ un pâté de maison et demi des appartements où il séjournait. La famille de Ryan ne s'est jamais débarrassée de la voiture. En fait, ils l'ont gardée intacte. Le problème, c'est qu'en 2015, la voiture de Ryan n'a jamais été examinée. L'enquête menée par la police de Columbus n'a abouti à rien. J'ai commencé à frapper aux portes ici, et 2 des voisins se souviennent qu'il y avait une dépanneuse noire. Ils ont déposé la voiture là et sont partis. Il y avait un type, un couple blanc, un homme et une femme. Et environ une demi-heure plus tard, la police de Columbus est arrivée. Ryan était plutôt solitaire. Il avait des amis, mais pas beaucoup. Il n'a pas eu une enfance très heureuse, mais il aimait jouer aux jeux vidéo. Il n'était pas très populaire à l'école. Il se faisait harceler. Et il avait quelques amis, mais pas beaucoup. Donc Ryan n'était pas quelqu'un qui savait vraiment comment le monde fonctionnait à ce moment-là. Il y a vraiment des gens complètement malades dans ce monde. J'en ai marre de lui, mais maintenant, je sais juste que... C'est juste écœurant. Mais maintenant, je sais que maintenant... Quelques jours après ce premier appel téléphonique avec les parents de Ryan, Vicky et Warren Zimmerman, des enquêteurs du comté de Mercer, dans l'Ohio, se rendent chez eux dans le Kentucky pour leur parler en personne. Et c'est la première fois depuis des années qu'ils sont obligés de se replonger dans des souvenirs qui sont maintenant liés à une enquête pour homicide. Pendant toutes ces années, nous avons espéré et prié qu'il soit quelque part à profiter de la vie. Il était si proche de Ray, le petit frère de son père. Tu sais juste qu'il ne serait jamais resté aussi longtemps sans appeler ou donner de nouvelles. Quand il disait qu'il allait partir, est-ce qu'il a mentionné qu'il avait un ami qu'il voulait aller voir ou quelque chose comme ça?
Oui, il a dit qu'il allait voir un ami dans l'Ohio. Il allait rester chez lui un moment, c'est tout ce que je sais. Le dernier message que la famille de Ryan a reçu de lui est un message Facebook, et cela date du 25 septembre 2015. C'est à peu près le moment exact où Ryan a disparu. Donc, il est assez difficile de savoir si ce message venait vraiment de Ryan Zimmerman ou de quelqu'un d'autre essayant de donner l'illusion que Ryan est toujours vivant et en bonne santé. Je lui ai dit qu'en arrivant là-haut, j'ai parlé à un gars d'à côté. Ouais, je me souviens de lui. Tu sais, je me souviens de ce gars, il était avec une nana blanche et il avait cheveux longs d'un côté, tête rasée de l'autre. C'est tout ce que je savais car je ne l'avais pas vu depuis 3 semaines quand j'ai signalé sa disparition. Nous avons pu accéder à son espace de stockage en ligne. Ce que j'ai transmis aux détectives à Columbus, c'était une conversation entre ce gars-là et cette femme dans ses appartements. Mais ici, il est écrit que ça pourrait être Laurel Emerson. Oui, il y avait 2 noms sur le mur. Je crois que l'un est son vrai nom, ou peut-être Corey. Lequel est le vrai? C'est pourquoi l'idée de l'ordinateur nous intrigue pour voir ce qu'on pourrait trouver, car ce serait un bon point de départ et nous pousse dans cette direction. Tu sais, est-ce que on comprend pourquoi il aurait voyagé à Columbus ou avec qui exactement il s'est connecté là-bas? Est-ce que c'était par les jeux vidéo? Je crois que c'était Craigslist ou quelque chose comme ça. Ou alors peut-être Craigslist. Il allait souvent sur Craigslist pour chercher des consoles de jeux. Donc, l'ordinateur de Ryan se trouvait en fait à l'intérieur du véhicule lorsqu'il a été retrouvé. Warren, le père de Ryan, a enquêté en fouillant l'ordinateur et les comptes en ligne de son fils. Ryan était un joueur. Très souvent, on joue en ligne. On parle parfois à des centaines de personnes en un mois. Donc, à ce stade, la liste des suspects est très vaste. Dans les messages, le père de Ryan a remarqué qu'il communiquait avec quelqu'un et Ryan commençait à explorer sa sexualité. Et il commençait à envisager une possible transition du masculin au féminin et publiait des annonces en ligne pour trouver des personnes sur la même longueur d'onde. Ils doivent remonter le fil. Avec qui Ryan communiquait-il en ligne? Avec qui est-il allé vivre dans l'Ohio? Ces noms, Corey, Laurel, pourraient être essentiels pour comprendre ce qui est arrivé à Ryan. Il parlait avec des gens en ligne. Tout enquêteur que je connais aurait eu la puce à l'oreille et se serait dit « c'est par là que je vais commencer ». La police passe en revue toutes les informations numériques de Ryan, toutes les données qu'ils peuvent trouver, et Ryan était très actif sur les réseaux sociaux. Vous avez affaire à plusieurs personnes, plusieurs plateformes, en plus du temps qui s'est écoulé. Les chances de succès sont quasi nulles. Recherche par mots-clés et ensuite, voyons la teneur de ces conversations. Nous commençons alors à identifier où se trouvent les échanges les plus cohérents, les plus complets et qui participent encore activement à la conversation. Et nous commençons par voir large, puis nous resserrons le champ de l'enquête. Donc, un bon vieux travail de détective, en commençant par l'examen des preuves numériques, a conduit la police à un ensemble résidentiel dans l'Ohio. Les forces de l'ordre ont contacté la résidence pour obtenir toutes les informations possibles. Donc, les choses ont commencé à s'éclaircir. On leur donne des noms. Corey et Sarah Buzzard, un couple marié qui avait vécu dans une unité du complexe, ce qui correspondait à certaines des communications que le père de Ryan avait trouvées sur l'ordinateur. La conversation qu'ils avaient était celle où Corey invitait Ryan à venir habiter avec lui et sa femme, Sarah, parce qu'il cherchait peut-être une 3e personne dans leur couple. Ryan avait-il déjà eu une relation dont vous étiez informé? Non. Est-ce qu'il vous a déjà parlé de ça, Laurel ou Corey? J'ai Harmonie. Sarah et Corey se sont rencontrés au lycée dans l'Indiana. Ils se sont mariés alors qu'ils n'avaient que 18 ans, puis Corey a suivi Sarah dans l'Ohio où elle allait faire des études d'art. Ni Corey ni Sarah n'avaient d'antécédents de comportement criminel ou violent. Aucun problème avec la justice. Jen avait emménagé avec Corey et Sarah en juillet 2015. Et il semble que Sarah et Jen entretenaient une relation très forte. Et je pense qu'à ce moment-là, Corey voulait avoir une relation à lui.
Ryan était essentiellement quelqu'un que son mari voulait pour lui-même. C'est lui qui lui a dit de venir s'installer là-bas. Corey vivait toujours à Columbus, dans l'Ohio. Cependant, Sarah avait déménagé dans l'Indiana. Ils ont commencé à regarder les licences de mariage et ont découvert que Corey et Sarah avaient divorcé. Et non seulement cela, Sarah s'est remariée avec une autre personne nommée Jen. Et donc maintenant, il y a une troisième personne dans l'équation. Il s'avère donc que Sarah Besard vit en fait à Marion, dans l'Indiana, qui se trouve à environ 1 heure à l'ouest de l'endroit où les restes de Ryan Zimmerman ont été retrouvés. Mais les enquêteurs doivent encore en apprendre davantage sur Sarah et sa nouvelle épouse, Jen. Pendant l'année suivante, les détectives surveillent Sarah Besard, Corey Besard et Jen Whittaker, qui est également connue sous le nom de Nira. Parfois, les enquêtes avancent un peu plus lentement que nous le souhaiterions. On se demande pourquoi cela prend autant de temps. Pourquoi la police les observerait-elle pendant une période aussi longue? Mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est de recueillir autant d'informations que possible, surtout sur les relations et les comportements. Toutes ces informations seront vraiment extrêmement utiles. Ils ne veulent pas intervenir à l'aveugle. Donc, c'est une phase de collecte d'informations qui s'avérera utile par la suite. Corey, puis-je vous aider? Oui, nous devons vous parler à propos d'une affaire en cours. Je pense que vous êtes seulement témoin, mais votre nom a été cité. D'accord. Alors, est-ce que vous viendrez avec nous au tribunal? Non. D'accord. Voulez-vous parler ici? Y a-t-il une convocation, un document? Non, non, non. Le 25 août 2021, les enquêteurs vont parler à Corey. À ce moment-là, Corey s'est remarié avec une autre femme et ils lui disent qu'ils pensent qu'il a peut-être été témoin d'un homicide et qu'ils aimeraient lui parler. Tu n'as aucun problème, Corey. Je n'ai pas de mandat d'arrêt. On veut seulement te parler car ton nom a été cité comme témoin dans une affaire. Laquelle? Un homicide? Homicide. Un homicide. Non, je ne me souviens pas avoir vu un homicide. D'accord. Alors, ça ne devrait pas être long. Vous voulez que je vienne avec vous tout de suite? De préférence, oui. Comme ça, on pourra régler ça tout de suite et ce sera terminé. Nous allons vous y conduire. Nous pouvons aussi vous ramener. Nous nous assurerons que vous rentriez chez vous. D'accord, donnez-moi une seconde. Immédiatement, il devient un peu combatif. Il ne veut pas parler aux enquêteurs. Très distant, pas vraiment disposé à coopérer du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Corey, peux-tu me parler à travers la porte? Nous ne partons pas, Corey. Il faut qu'on parle. Je ne suis pas vraiment à l'aise de donner des informations sans la présence d'un avocat. Tu ne sais même pas exactement de quoi on parle. Eh bien, c'est justement pour ça. Ça concerne Ryan. Je ne sais pas qui est Ryan. Ryan a vécu avec vous pendant un certain temps. Nous essayons de comprendre ce qui se passe, qu'il a peut-être vu en dernier, où il est allé, ce genre de choses. Je n'ai aucune information à vous donner. D'accord. Et je ne sais vraiment pas quoi vous dire à propos de tout ça. Certaines des questions étaient du genre « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Où est-il allé? Je veux dire, ce genre de choses. Combien de temps est-il resté avec vous? Ce genre de choses. » Non, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. D'accord. Donc vous ne connaissez pas Ryan? Non, je ne sais pas. Je le dis tout le temps, être non coopératif n'est pas un comportement normal au départ. Être non coopératif dès le départ va immédiatement indiquer aux enquêteurs qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Cela ne signifie pas que c'est forcément le suspect ou l'auteur. La personne ne veut pas être impliquée, mais elle s'implique en refusant de coopérer. Et nous avons déjà Sarah. Nous lui parlons aussi en ce moment. À qui? Sarah? Je crois que c'est ton ex-femme, d'accord? Donc on lui parle aussi. D'accord. Et tu veux qu'elle décide en gros de ton sort ici? Ou tu veux en décider toi-même maintenant? Tu passes un peu pour le méchant si tu ne veux pas nous parler alors que tous les autres le font. Pendant ce temps, dans l'État voisin, les enquêteurs se rapprochent maintenant de Sarah et Jen au domicile qu'ils ont identifié comme étant celui de la mère de Sarah à Marion, dans l'Indiana. Bonjour, veuillez m'excuser. Je cherche Sarah. Vous pouvez sortir un instant? C'est moi. Eh bien, je crois qu'il y a un mandat contre vous. Quoi? Quoi? Ça vient de l'Ohio?
Je crois. C'est un mandat pour vol. D'accord. Tournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Ma mère et ma femme. Sarah s'approche de la porte. Elle dit qu'elle vient juste de se réveiller. Elle a l'air très confuse par ce qui se passe et ils lui mettent les menottes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, On doit l'emmener au commissariat. Ça va? je me sens juste vraiment lourde. Tu te sens malade ou quoi? Non, juste choquée. Nous n'avons jamais été ce genre de personne. Sa mère est là, essayant de materner sa fille. Les forces de l'ordre informent la mère qu'elle est adulte. Nous avons un mandat d'arrêt pour vol dans l'Ohio. Nous devons l'emmener au poste. Pendant ce temps, Jen vient à la porte et la police souhaite également parler à Jen. Cependant, ils n'ont pas de mandat d'arrêt contre Jeanne. Salut, c'est bien Jenna. C'est Chris Sandberg du Hill Street Journal. Nous sommes sur une radio humoristique. Oui, alors vas-y. C'est à toi. Nous travaillons sur une enquête pour disparition. On dit que vous pouvez entrer. Nous ne vous encourageons pas à rester ici. S'il vous plaît, c'est bon. Nous avons aussi un mandat de perquisition pour la maison. D'accord. Donc, nous ne sortons pas. Ryan Zimmerman. Qui? Ryan Zimmerman. Il a vécu avec vous à Columbus en 2015, vous deux, Sarah et Corey. Il a disparu. Vous étiez les dernières personnes que j'ai vues. Quelqu'un d'autre vivait-il avec vous à ce moment? Oui, elle est arrivée. Emma. Oui, c'est d'elle dont nous parlons. Ouais. C'était son nom avant Emma. À noter ici, les parents de Ryan avaient indiqué qu'il avait des difficultés avec son identité de genre. Il a donc commencé à utiliser le nom Emma lorsqu'il a emménagé avec ses amis qu'il avait rencontrés en ligne. Pour quelqu'un comme Ryan, qui semblait être très introverti, quelqu'un qui ne traînait pas vraiment dans de grands groupes, c'était un peu bizarre qu'il soit simplement parti s'installer avec des gens dans un autre État, alors qu'il était évident qu'il ne les avait jamais rencontrés en personne. Quand est-ce que tu as vu Emma pour la dernière fois? Quand as-tu eu ta dernière conversation avec Emma? D'accord. Quand tu es parti. C'était quand? 2015. Avait-il une voiture ou un autre moyen de transport pour partir? A-t-il pris le bus? Il avait une voiture. Oui, il avait une voiture. Tu étais avec lui et tu étais avec Sarah à ce moment-là, n'est-ce pas? Et il y avait une relation entre Emma et Corey. Emma et Corey, Emma et Sarah aussi. D'accord. Comment était cette relation? Je veux dire, est-ce que c'était une relation saine? Et nous comprenons qu'Emma expérimentait différentes choses. Et nous ne sommes pas des juges, loin de là. Notre seul et unique objectif est de découvrir où Emma était allée. Et son dernier contact avec qui que ce soit, c'était quand il était avec le petit gars là-bas. Corey a répondu à une annonce que Ryan avait postée où il voulait explorer sa sexualité. Mais il me semble aussi qu'il voulait quelqu'un qui était déjà en transition ou qui avait déjà fait sa transition et pas seulement quelqu'un qui y pensait. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a poussé Emma à décider de partir? Là où nous en étions. Nous n'avons pas vraiment vu Emma. Elle restait beaucoup dans leur chambre. Corey, je pense qu'il l'a regretté. Ce n'était pas ce que Corey pensait que ce serait? Oui, beaucoup aussi. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Je veux dire, ces deux-là, ils ne s'entendaient tout simplement pas. Non, je savais qu'ils voulaient comme... Eh bien, beaucoup plus, tu vois, Corey pensait qu'ils étaient plus avancés dans leur transition. D'accord. Mais je ne pense pas que ce soit le cas du tout. Donc... Je suis devenue bizarre. Tu sais, la façon dont papa l'a décrit, c'est qu'il était vraiment très prude, tu vois. Il restait un peu dans son coin, il n'avait pas vraiment de problème, il ne cherchait pas à tester les limites. Et puis il commence à se demander, est-ce que c'est comme ça que je me vois? Pas seulement en ce qui concerne son orientation sexuelle, mais je pense que dans la vie en général, il se demande aussi, est-ce que c'est là que je me vois? Quel est le lien avec le vol? Les parents de Hem, tu sais, l'ont déclaré disparu. Et là, on a eu d'autres preuves qui sont apparues, et on sait où il était pour la dernière fois. C'était à l'appartement, non?
La voiture a ensuite été retrouvée par la police de Columbus. Elle avait été volée. Est-ce qu'il y avait beaucoup de disputes dans la maison avant que M parte? Entre Sarah et Corey. D'accord. Tu te souviens de quoi il s'agissait? Qu'est-ce que c'était? Moi? Corey voulait une troisième personne dans le couple, mais je ne suis pas du tout attirée par les hommes. Donc ça n'allait vraiment pas marcher. Alors il a cherché son propre partenaire pour vivre avec lui. Donc, vous avez une situation compliquée d'un mariage où les deux conjoints ont chacun des liaisons de leur côté, en le sachant et avec le consentement de l'autre. Et Ryan est au milieu de tout ça. Et donc, essayait-il de faire sortir M de la maison? Oui. Ça devenait vraiment inconfortable ici après un moment. Alors, comment est-ce que vous essayez de faire sortir M? Encouragé à chercher un autre endroit où aller. Comment était l'attitude de Corey après que M soit parti? Vous souvenez-vous quand M est parti? Savez-vous si elle a évoqué ses projets, ses destinations ou intentions avec quelqu'un? Je ne sais pas. D'accord. À l'époque, ce n'était pas ce que tous imaginaient avec M. Oui. Puis il a subi la pression de partir. Et M ne voulait pas partir. Je ne me souviens pas de ça. Alors tu dois commencer à te demander, est-ce qu'ils ont eu quelque chose à voir avec sa disparition et son meurtre? Regarde-t-on quelqu'un de totalement différent? Est-ce que Corey vous a demandé de vous débarrasser de son problème? Emma n'est pas ce à quoi il s'attendait? Les selfies ne montraient pas ce que Corey voulait. Et ce qui ressort, c'est qu'Emma est complètement timide, recluse, rien à voir avec ce à quoi Corey s'attendait. Corey et Sarah se disputaient souvent. Éliminons le problème. Bien sûr, pourquoi? Peux-tu te lever, chérie? As-tu sur toi quelque chose qui pourrait me piquer? J'espère que non. Je sais que tu ne voulais vraiment pas faire ça aujourd'hui. Au fait, il y a quelque chose qu'on utilise ici à Law and Crime, et si tu fais de la création de contenu ou que tu publies des choses sur les réseaux sociaux, ça pourrait être utile. Ça s'appelle Opus Clip. Opus Clip est un éditeur IA tout en un qui rend très facile la découpe, la création et la mise en ligne de vidéos sur n'importe quelle plateforme. Grâce à l'IA, Opus Clip génère des plans de coupe, recadre les séquences et améliore même l'audio. C'est vraiment simple. Il suffit de se rendre sur opuspro/crime. Inscrivez-vous, téléchargez et obtenez en quelques minutes des clips montés prêts pour TikTok, Short ou Reels. Opus Clip est votre guichet unique. Avec Opus Clip, nos producteurs fournissent instantanément des mises à jour virales sur les procès. C'est l'outil idéal pour partager des idées et monter comme un pro. Alors, rendez-vous sur opus.pro/crime pour obtenir une semaine gratuite puis 50% de réduction. Nous enquêtons sur un fait survenu quand vous viviez à Columbus. D'accord. Et à peu près à quelle période avez-vous vécu à Columbus? Parce que, vous savez, j'y suis allée pour l'université. D'accord. Donc, ça serait en 2010. 10? D'accord. Je suis ensuite restée là-bas quelques années après mon diplôme. Les détectives dans cette affaire utilisent une tactique où ils interrogent 2 suspects potentiels en même temps. Donc, vous avez plus de chances d'obtenir la vérité ou de faire en sorte que quelqu'un révèle des informations parce qu'ils ne savent pas ce que l'autre personne dit. Elle parle très doucement et semble calme. En même temps, elle paraît nerveuse, ce que je trouve intéressant. Elle ne commence pas à trembler. Elle ne commence pas à paniquer, à élever la voix ou à devenir agressive. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me demander si elle pensait vraiment que c'était juste pour un vol. Et au fur et à mesure que l'entretien avance, on commence à voir Sarah devenir beaucoup plus nerveuse, comme si ce n'était peut-être pas juste un vol parce que elle sait bien quel est l'autre sujet qui fâche, Ryan Zimmerman. Aviez-vous une colocataire? Mon mari à l'époque. Avez-vous déjà eu d'autres colocataires ou quelque chose comme ça? Dans mon tout dernier appartement, c'était un ami de Corey. Je n'avais pas grand-chose à voir avec eux. D'accord. Et qui était cet ami? Je ne me souviens plus de leur vrai nom, mais on les appelait Emma. Dis-moi ce que tu sais sur Ryan. Oh, Emma. C'est un sujet un peu délicat. Mon mari à l'époque avait des intérêts sexuels. Corey avait cette idée selon laquelle
Corey pensait qu'une relation idéale devait impliquer 3 personnes. Et la seule raison pour laquelle il a contacté Ryan, c'était d'en faire cette 3e personne. Mais moi, évidemment, je n'étais pas d'accord avec ça. Ils avaient beaucoup discuté en ligne et il les avait invités à venir séjourner chez nous. Ce que je ne voulais pas voir arriver. Mais pour faire court, c'est arrivé. Donc ils ont conduit à condition qu'ils payent une partie du loyer. Et je crois que je leur ai donné 3 mois pour qu'ils trouvent un travail et leur propre logement, ce qui n'est pas arrivé. Donc Corey a fini par lui demander de partir, ce qu'il a fait parce qu'il a apparemment trouvé un nouveau petit ami ou quelque chose comme ça, et il avait mentionné qu'il pourrait emménager avec eux ou au moins voir comment ça se passerait. C'est tout ce que je sais. Très souvent, on voit des gens devenir sur la défensive ou très bavards, ou commencer immédiatement à parler du problème sans que les forces de l'ordre ne leur aient rien demandé. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait. Donc, elle a raconté la trame de l'histoire qui reliait tout le monde, mais il y avait bien plus dans cette histoire. Étiez-vous là quand Emma est partie? Plus ou moins. Je sais qu'ils avaient essayé de me supplier de leur donner une autre chance, mais j'ai dit que j'avais déjà donné trop de chance et que c'était finalement à Corey de décider. Et je me souviens qu'ils faisaient leurs valises et soit je suis allée au magasin, soit j'étais dans une autre pièce. Je ne me souviens pas. Je n'arrive tout simplement pas à m'en souvenir. Qui était à la maison à ce moment-là? J'y étais. Corey n'y était pas. Et puis ma copine était là. Je sais juste qu'une minute Emma était là et la suivante, elle ne l'était plus. Il venait juste de partir, quelqu'un est arrivé et il est monté dans la voiture et est parti. Je pensais qu'il reviendrait puisqu'il avait laissé sa voiture. Mais il n'est pas revenu et ensuite nous n'avons plus eu de nouvelles de lui. Qu'est-ce que Corey a dit à ce sujet? Quelque chose comme... bon débarras, je crois. Vous avez 4 personnes. Corey et Sarah, à ce stade, étaient séparés. Corey et Jen ne s'entendaient pas vraiment. Ryan ne s'entendait ni avec Corey, ni avec Jen, ni avec Sarah. Ils vivent dans un espace réduit. Il y avait beaucoup de relations complexes. Les tensions étaient très fortes dans cet appartement. Vous avez dit qu'il vous suppliait pour une seconde chance ou quelque chose de similaire. Parlez-m'en un peu plus. Il pleurait. Et moi, je sais que j'ai dit que je suis désolée, mais... que Corey prend finalement la décision. Et s'il dit que tu dois partir, je dois être d'accord. Je lui ai alors demandé s'il avait un autre endroit où aller. C'est là qu'il a mentionné qu'il y avait quelqu'un d'autre qu'il avait rencontré et avec qui il se rapprochait. Ça s'est un peu échauffé? Il ne voulait pas partir, évidemment? Oui, lors de notre première conversation. J'étais calme. Il était contrarié. Il n'y a pas eu de cris ni rien de ce genre. Ça n'est pas devenu physique, non? Pas du tout. Alors raconte-moi cette journée, ce dont tu te souviens du moment où Ryan est parti. Jen et moi étions dans la cuisine, en train de prendre un café, du vin ou quelque chose comme ça. Nous étions assises à la table de la cuisine. Et Ryan est descendu avec son sac. On a eu une conversation un peu gênante. Et puis une voiture est arrivée devant l'appartement. Et puis il a dit au revoir et il est parti sans faire d'histoire.
L'interrogatoire revient sur la voiture de Ryan. Et Sarah, qui est accusée de vol du véhicule, n'avait aucune raison de conduire la voiture. Pourtant, elle donne cette histoire bidon qui permettrait d'expliquer toute éventuelle preuve médico-légale laissée dans la voiture. Quel genre de voiture avait-il? Ou de quelle couleur? Quelque chose comme ça? Je sais que c'était une vieille voiture. Peut-être un rouge foncé, comme Bordeaux. C'était tout Bordeaux. Tu es déjà monté dedans? Oui. Est-ce qu'il est revenu la chercher? Je sais que ça a disparu. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Par contre, donc je ne sais pas s'il est revenu le récupérer. Avez-vous eu des contacts avec Ryan après son départ? Pas du tout. De retour à la maison, la conversation avec Jen s'intensifie. C'est parce que les enquêteurs ont quelque chose dans leur manche, des informations qu'ils ont gardées pour eux tout ce temps. Nous essayons de retrouver Emma nous y sommes partiellement parvenus. D'accord. Attends, quand? Plus ou moins. Tout ce qui est arrivé à Emma est arrivé dans l'appartement où vous êtes resté. Donc, c'est à toi maintenant de t'aider toi-même, d'être honnête avec nous et de nous donner tout ce que tu peux, parce qu'on doit découvrir ce qui est arrivé à Emma pour qu'on puisse donner un peu de paix à sa famille. Nous avons trouvé des preuves dans l'appartement. Nous avons trouvé des preuves dans la voiture de Sarah. Du sang. Attends, quoi? Oui, et une partie du corps d'Emma a été découverte. Il a été démembré. Voilà le point principal. Était-ce un accident? Est-ce que quelque chose a mal tourné? Et ensuite, là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord? On ne peut pas, il est mort. C'était un jeu sexuel qui a mal tourné. Où vous l'avez trouvé et autre chose s'est passé. Et ensuite, vous avez fait ça pour ne pas attirer les soupçons sur vous. Il faut que vous combliez les blancs. Qu'est-ce qui a mal tourné? C'est un rêve fiévreux. Et c'est pour ça que Sarah est en train d'être arrêtée. Impossible. Impossible qu'elle soit impliquée dans tout ça. Si elle est impliquée. Non, c'est impossible. Tout le monde fait comme si. Personne ne voulait encore de ce type ici. Il était devenu un fardeau à la maison. Et voilà, c'est arrivé. Un jour, il est juste parti et a disparu. Attends une minute. Un moment, vous vivez ensemble et le suivant, vous ne vivez plus ensemble, mais personne ne sait ou même ne se soucie de demander où est passé ce type. Est-ce qu'il va revenir? Donc, je pense qu'automatiquement, tu sais, ton expérience en tant qu'enquêteur va te dire que quelqu'un ne nous dit pas toute la vérité sur ce qui s'est passé ici. Et c'est là que les preuves concrètes et irréfutables entrent en jeu parce que les enquêteurs, ils ont déjà fait leur travail. Ils ont trouvé une quantité assez importante de sang. Cela semblait indiquer qu'il y avait eu un acte criminel dans cet appartement. Et cela semblait appuyer l'idée que Ryan avait peut-être été assassiné dans l'appartement. Et non seulement ils ont pu trouver des preuves matérielles dans l'appartement, mais à ce moment-là, Sarah avait vendu la voiture qu'elle conduisait et ils ont réussi à retrouver cette voiture. Et effectivement, du sang et des éléments biologiques ont été retrouvés dans cette voiture des années plus tard. Quand la police examine le téléphone de Sarah et son historique de recherche, ils trouvent des recherches inquiétantes. En particulier, elle a cherché des informations sur la jugulaire. Elle cherche comment démarrer une Ford Focus et il se trouve que c'est la voiture que Ryan conduisait. Et puis, elle a cette œuvre d'art étrange enregistrée et il s'agit d'un corps démembré. Donc, je pense qu'il y avait quelques signaux d'alarme pour les agents. Les recherches Google, les investigations approfondies que nous avons menées, ce qui l'intéressait au moins, peindre avec du sang, s'intéresser à boire du sang, et puis les recherches qu'elle a faites sur son téléphone Android. Je ne sais pas, je ne suis au courant de rien concernant toutes ces histoires de sang. Nous savions que Sarah faisait des recherches frénétiques à 1h du matin pour savoir comment démarrer la Ford Focus. Fait intéressant, la voiture de Ryan avait un système d'allumage unique, un mécanisme installé après coup qui nécessitait une technique particulière pour la démarrer. La voiture a été déposée à quelques pâtés de maison de l'appartement par une dépanneuse parce qu'elle ne pouvait pas être conduite. On a volé la plaque d'immatriculation de la voiture. Et nous avons Sarah sur son téléphone Android qui n'a pas pu déplacer la voiture, celle d'Emma. Nous ne vous demandons pas si vous l'avez fait, mais ce qui s'est passé là-bas, car vous y étiez. Que s'est-il passé? Comment est-il mort? Je ne sais pas. Nous vous disons que nous savons que vous le savez.
Non. Je vois. Donc, vous voulez tout faire porter à Sarah, votre femme qui est actuellement en prison? Il n'y a aucune chance que Sarah ait fait ça. Aidez-nous à reconstituer ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à Emma? Je ne sais pas. Il est parti. Elle est partie. Nous savons qu'elle est partie. Comment? Probablement en voiture. Non. Ce n'est pas gentil. Pas dans sa voiture. Et pas en vie. Tu y es presque, à 99,9%. Je sais que tu caches quelque chose. Je ne sais rien. Carl et moi, on n'y croit pas. C'est une réaction humaine naturelle. Je pense que ça me ronge de l'intérieur. Il n'y avait pas de meurtre qui pesait sur nous. Et elle ne t'a rien confié à ce sujet. Je veux dire, ça doit sûrement lui faire mal. Avoir son mari à cette époque, qui voulait sans cesse faire entrer quelqu'un d'autre dans leur relation. Je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre s'immisce dans ma relation. C'était difficile pour Sarah. D'accord. Alors qu'est-ce qui l'a fait craquer? Elle a craqué. C'était de la légitime défense? Emma a-t-elle fait quelque chose? Je ne sais pas. C'est plus facile à dire qu'à faire de retenir l'émotion quand on a juste envie de sauter par-dessus la table et de dire « on a déjà tout ça », non? Parce que tu n'auras qu'une seule chance avec la personne qui te le dit. À ce stade, ils savent ce qui s'est passé, mais ignorent qui est impliqué, n'est-ce pas? Que veux-je dire par là? Nous ne voulons pas ensuite dire à la mauvaise personne que nous avons tout cela et ainsi gâcher notre seule occasion d'identifier et d'obtenir des aveux de la part de la personne concernée. Je t'ai dit que j'ai lu, évidemment, les discussions que Corey et Em avaient avant qu'Em ne vienne ici. Et dans celle-ci, il te décrit et il parle de toi. Eh ben... D'accord, ce n'est pas flatteur. Au début, il t'appelait fille psychopathe et disait être nerveux de parler d'Emma, pensant que tu n'accepterais pas très bien Emma. Je serais très enthousiaste. D'accord. Il a dit que tu prendrais les choses en main, que tu le détesterais parce qu'il avait encore son pénis. Et d'après ce que nous avons lu, l'accord entre Sarah, parce que Sarah a aussi communiqué avec Emma avant qu'elle ne vienne, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'était pas totalement d'accord. Donc il y avait des règles. Donc il n'y a pas d'intimité. Et puis l'autre chose, c'était que si Emma part, tu pars aussi. Donc si Emma part, ça veut dire que tu aurais dû partir aussi? Je n'étais pas au courant de ça. Donc quand Corey revient de son rendez-vous, Emma n'est plus là. Elle est partie de son propre gré. Tu peux rester, il n'y a pas de danger. Non, je n'étais pas au courant. C'est comme ça avec elle. Je sais. À la surprise de l'enquêtrice, on découvre que Corey n'était pas à la maison ce week-end-là, et cela sera plus tard corroboré par d'autres personnes également. Finalement, les forces de l'ordre ont innocenté Corey. Sarah l'avait déposé dans un hôtel au centre-ville de Columbus. Il avait prévu de passer le week-end avec une femme qui venait d'une autre ville, donc il était hors de cause. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Emma quand Sarah est au travail? La même chose. Quelque chose comme ça. Il est parti. Oui, il est parti, mais pas de son propre gré. Sarah parle en ce moment. Je veux dire, Sarah admet déjà certaines choses. D'accord? Elle vraiment... Elle laisse. La conversation avec Sarah au commissariat de police s'intensifie. Cela fait des heures que ces interrogatoires ont commencé et les forces de l'ordre ne plaisantent pas. Sarah, je ne sais pas si tu le sais ou pas, probablement pas, mais tu parles à Jennifer en ce moment, tu parles à ta mère et aussi à Corey à Columbus. Et il y a de grosses incohérences concernant tout ça, notamment sur ton implication avec Ryan. Et tu sais, Ryan est maintenant décédé. Il a été assassiné. J'ai besoin de savoir vraiment ce qui s'est passé ici. Je veux dire, c'est une situation grave. Nous avons pu retrouver votre voiture, celle que vous possédiez au moment de cet incident. Il s'est passé quelque chose dans cet appartement le week-end où tu as laissé Corey avec cette fille à Columbus. Tu vas devoir me donner ta version des faits pour voir si elle correspond aux preuves que nous avons. Je ne me sens pas à l'aise d'en parler. Ils savent déjà, donc ils attendent de voir ce qu'ils vont encore nous dire et de le comparer à ce que nous savons. C'était un accident? Oui. Non, je ne sais pas ce qui était un accident. Avec Ryan,
Je ne savais même pas qu'il était mort. Sarah, voyons. Il y a toujours 2 versions à chaque histoire. C'est donc ta chance de donner ta version, d'accord? J'ai dit ce que je sais. Sarah, à qui j'ai essayé de parler. Eh bien, c'est ta décision. Je ne sais pas quoi dire. La vérité peut-être. Plus tard dans l'entretien, Sarah s'effondre. Sarah, regarde-moi. Je pense que tu veux nous dire la vérité. Regarde-moi. C'est bien ça? Dis-moi simplement ce qui s'est passé. Je comprends que tu aies peur. Vas-y, commence depuis le début. Donc, l'accident. Les accidents arrivent tous les jours. J'étais en colère. Il sortait de la salle de bain. Je suis arrivée derrière elle. Et je l'ai mis dans une prise d'étranglement et je l'ai fait tomber. Il s'est évanoui, d'accord. Oui. Techniquement, je n'ai pas lâché prise. Et puis, c'était trop tard. Je voulais juste agir. Et ensuite, je ne savais plus quoi faire. Pourquoi as-tu fait quelque chose comme ça? Où était Jen à ce moment-là? Elle était en bas. Que faisait-elle? D'accord. Elle est montée. Et ensuite, nous avons dû comprendre ce que nous devions faire. Peux-tu nous le découper? Alors, où l'as-tu découpé? Près de la baignoire? Qu'as-tu utilisé? Elle a plus ou moins vu. Qui l'a découpé? Bismillah. Et ensuite, que s'est-il passé? Nous devions comprendre où mettre chaque chose. Nous avons commencé à conduire et à essayer de nous débarrasser de petites choses petit à petit. Sur la route où il y a des endroits précis? Je suis dans des bennes publiques, quelques stations-service publiques. Avais-tu déjà raconté à Corey ce qui s'était passé? Je ne sais tout simplement pas. D'accord. Il n'avait aucun lien avec ça. Il n'a jamais dit d'aller à l'hôtel ou de s'occuper de Ryan. Rien de tout cela. Pourquoi étais-tu si en colère contre lui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu viennes derrière lui et que tu commences à l'étrangler? Elle a vraiment expliqué comment ils ont pu se débarrasser de Ryan à plusieurs endroits, ce qui a rendu plus difficile de retrouver Ryan. Dans leur esprit, ils avaient probablement commis le crime parfait et ne seraient jamais attrapés. J'ai une mise à jour. Sarah vient d'avouer tout. Peux-tu aider à démembrer le corps? Elle a tout avoué. D'accord. Elle avoue tout et tu l'aides à démembrer le corps avec elle. Je veux dire, elle essaie de faire ce qu'il faut. Pourquoi tu n'essaies pas de faire ce qu'il faut? Eh bien oui, donc Sarah est la meneuse ici. On a déjà établi ça. Elle te demande de faire quelque chose. Tu vas le faire. Ce n'est pas une meurtrière. Dans cette affaire, si. Et ton monde s'effondre, bien sûr. La police a eu cette conversation de 3 heures avec Jen où il la confronte à toutes ces informations, tout ce que Sarah leur a dit. Ils essaient d'obtenir qu'elle en confirme une partie, d'admettre son implication. Mais Jen ne le fait jamais. Mais ce qu'elle finit par faire, cependant, va choquer tout le monde. Alors, je vais juste vous lire vos droits. D'accord. On va commencer par ça et ensuite on pourra discuter. Je ne savais pas qu'il avait été démembré jusqu'à ce qu'il me le dise. Saviez-vous qu'il était mort? Pas avant que vous me le disiez. Ce n'est pas qu'il soit parti puis qu'il se soit mis avec quelqu'un qui ensuite, vous savez, lui a fait ce qu'on lui a fait. Les 2 seules personnes dans cette maison ce week-end-là, dont nous savons que c'est à ce moment-là que c'est arrivé, ou juste autour de ces jours où Corey était parti, c'est toi, Ryan, Emma et Sarah. Que contient ton sac à main? Tu n'es pas à l'aise et calme. Alors, Jen, comme on en a parlé, t'a demandé si tu étais en état d'arrestation. Tu vas être placé en garde à vue. Et c'est un détective du service de police de la ville de Marion. Tu vas être enregistré là-bas. Non, non, non. Nous revenons tout de suite. Centrale 055. J'ai besoin d'une ambulance. Des coups de feu ont été tirés. Depuis combien de temps ta main est-elle là-dedans? On y va? Jen sort une arme à feu de son sac à main et se tire une balle. Elle met fin à ses jours.
Je veux dire, rien n'indiquait qu'il y avait une arme à feu dans la maison, juste une situation où beaucoup de réponses ont disparu avec elle ce jour-là, ce qui, à mon avis, nuit d'une certaine manière à la compréhension complète de ce qui s'est réellement passé. 055, avons-nous une victime? Sarah dit à la police qu'elle sait pourquoi Jen s'est suicidée. Elle parle d'un pacte suicidaire qu'elles avaient ensemble. Si elle se faisait attraper, Jen devait tirer sur Sarah, puis Jen se donnerait la mort. Donc, elles sont censées mourir ensemble en se suicidant. Mais finalement, Sarah décide qu'elle a trop peur de la mort pour participer à ce prétendu pacte. Sarah Buzzard est essentiellement la dernière personne encore en vie à devoir faire face à la justice pour le meurtre de Ryan Zimmerman. Elle fait face à de multiples chefs d'accusation, meurtre, enlèvement, outrage à cadavre, mais cette affaire n'est pas encore tout à fait terminée. En plus de fouiller l'appartement où elles vivaient toutes, ainsi que la voiture de Sarah, ils ont perquisitionné la maison où Jen et Sarah vivaient avec la mère de Sarah. Et c'était une situation compliquée parce que clairement, il y avait maintenant quelqu'un qui s'était suicidé juste là, dans la maison, mais en même temps, ils cherchaient toujours des preuves qui reliaient Sarah et Jen au meurtre de Ryan. Et bien sûr, ils trouvent un élément de preuve tellement troublant et glaçant que j'imagine même les enquêteurs chevronnés ont eu du mal à le supporter. À ce stade, les enquêteurs ont suffisamment de preuves pour inculper Sarah de ce crime. Ils ont les preuves provenant de l'appartement. Ils ont les preuves provenant de la voiture. Ils ont ses propres déclarations qui correspondent également aux autres preuves qu'ils ont trouvées. La pièce à conviction la plus importante a sans doute été trouvée lors de la perquisition chez la mère de Sarah. Seule une partie des restes squelettiques de Ryan a été retrouvée. La seule chose qui n'a jamais été retrouvée, c'est sa tête. Mais les policiers allaient découvrir que sa tête se trouvait dans une marmite à soupe, dans une boîte, dans le garage de la mère de Sarah. C'était un véritable choc. Ces femmes avaient gardé la tête pendant toutes ces années. En réalité, elle les a suivies lors de plusieurs déménagements. Au début, elle était conservée dans le congélateur de leur appartement, derrière des légumes surgelés. Puis, à chaque déménagement, elle l'emportait avec elle. Et il n'est pas clair si elle ne savait tout simplement pas où s'en débarrasser ou si c'était considéré comme une sorte de trophée. En décembre 2021, Sarah Buzzard fait face à la possibilité d'une condamnation à mort. Alors elle décide de plaider coupable, elle reconnaît sa culpabilité pour un chef d'accusation de meurtre aggravé concernant le meurtre et le démembrement de Ryan, alias Emma. Et maintenant, avec cet accord, la peine de mort est écartée. Alors que Sarah Buzzard entre dans la salle d'audience pour le prononcer de sa peine, elle fait face à la possibilité de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. J'accepte la responsabilité du rôle que j'ai joué dans la mort de Ryan et je vivrai chaque jour du reste de ma vie en essayant de me racheter par des actions et des actes positifs. Pour moi, cela ressemble à quelqu'un qui pensait que c'était justifié dans son esprit, et peut-être que la douleur qu'elle pensait que Ryan lui avait causée était cette justification. Donc, au final, cela allait retomber sur Sarah de toute façon avec les preuves matérielles. Elle a admis avoir tué Ryan, mais il est aussi très clair qu'une seule personne ne pourrait probablement pas démembrer et faire cela toute seule. Au final, je pense qu'elle savait que c'était fini pour elle. Elle s'en était sortie pendant plusieurs années, mais il était temps de payer le prix. Mes enfants ne connaîtront jamais leur oncle Ryan. Ils ne pourront jamais lui parler, ni voir les ressemblances que je vois entre eux et lui. Ils ne joueront jamais à ces jeux avec lui. Et ils auraient tous tellement adoré ça. J'ai été un peu choqué que, tu sais, elle ait fait ce qu'elle a fait, tu sais, en disant « Et je vais assumer la responsabilité ». Mais ensuite, je pense qu'elle voulait éviter la peine de mort. Et effectivement, elle a au moins eu cette opportunité. Sarah Buzzard reçoit une peine de prison à vie. Prison avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 30 ans. Si vous pensez au temps écoulé entre le jour où Ryan Zimmerman a été tué et le moment où l'affaire a été résolue, des secrets qui ont été gardés juste entre Jen et Sarah au fil des années, jusqu'aux forces de l'ordre qui ont travaillé ensemble afin de trouver ces preuves matérielles, c'était vraiment une affaire très grave.
Mais au final, cela a permis de répondre à la question de ce qui est arrivé à Ryan Zimmerman. Et avec cela, ainsi que le fait qu'elle ait plaidé coupable, on espère que cela a permis à sa famille de pouvoir aller de l'avant. Mais c'est un bon rappel. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture, car on ne sait jamais ce qui se cache derrière. Cette affaire me brise le cœur parce qu'au final, Ryan était un très jeune homme qui essayait simplement de trouver sa place dans ce monde et de comprendre qui il était en tant que personne. Et il y avait des personnes qui ont profité de cela, qui avaient bien plus d'expérience dans la vie que lui.